Vous êtes courageux, hein? Accueillir une psychanalyste de bon matin qui n'a pas de photo à vous montrer. Vous êtes obligé de me regarder. J'espère que ça va aller. Et pour vous parler un petit peu des mères et des pères que je reçois maintenant depuis le début des années 80. Le temps passe. D'abord en maternité, ensuite dans des CMPP et CAMS. Enfin, je dis ensuite, mais en fait, c'est en même temps, puisque je partageais mon temps de travail sur ces lieux-là. Et puis, depuis 20 ans, en effet, dans un drôle de lieu que j'ai appelé les Pâtes au beurre, qui a été créé en 1999, donc il y a 20 ans tout juste, pour recevoir les parents, parce que j'étais assez insatisfaite de la manière dont on les accueillait dans les CMPP et CAMS. Non pas qu'on travaillait mal, mais on est aux prises avec des listes d'attente absolument terribles qui faisaient que les parents qui étaient en difficulté, qui se sentaient mal, que ce soit avec un tout petit ou que ce soit avec un enfant plus grand, un adolescent, et vous savez, Dieu sait si... Voilà, la période de l'adolescence est une période qui peut être mouvementée et très attaquante pour les parents. Eh bien, on était obligé de les faire attendre et la crise, évidemment, s'est allée. Le symptôme prenait ses aises. Puis quand ils arrivaient au bout de 8 mois, 9 mois, 10 mois, eh bien, on était quand même priés de faire en sorte que les choses s'arrangent tout de suite, puisqu'ils avaient déjà beaucoup attendu, ce qui était tout à fait légitime. Donc il y avait une espèce de tension dans ce travail qui ne me convenait plus. D'où ce lieu, qui est un lieu, en fait, vous connaissez sûrement les Maisons Vertes, qui ont été créées par Françoise Dolto. Pour les parents, on est dans les années 70, 70-75, début 80, donc il faut mettre les Maisons Vertes dans le contexte de l'époque, où en général la mère était à la maison, le père travaillait, les enfants étaient élevés par la mère, et puis il y avait le grand bain de la socialisation qui était l'école, qui se passait pas toujours très bien, avec l'épreuve de la séparation qui était quand même assez difficile, plutôt de l'ordre d'une déchirure que d'une séparation. Et du coup, Françoise Dolto se disait, mais qui était médecin de l'éducation, il faut les accompagner avant, il faut être là. Et donc, elle a monté ces maisons vertes où parents et enfants, mères et enfants venaient de 0 à 4 ans avant l'entrée à l'école pour justement commencer à apprendre à se séparer. Et c'était vraiment une séparation psychique, c'est-à-dire que ça parlait justement de qu'est-ce que c'est grandir, et ça permettait à l'enfant de se dégager de sa mère, d'aller vers ses pères, tout en ayant quand même sa mère à l'œil, parce que ça, c'est important qu'il ne la perde pas de vue, parce que perdre de vue, c'est le risque de perdre, et du coup, c'est pas de la séparation, c'est de l'abandon. Donc voilà, et tous ces mouvements-là vont être à l'œuvre, évidemment, pendant la grossesse et pendant la naissance, et c'est de ça dont on va parler. Donc au Pâtes au beurre, on reçoit aussi, gratuit, anonyme et sans rendez-vous, clin d'œil à Françoise Dolto, qui avait des idées absolument géniales. Par contre, nous recevons avec ou sans son enfant, parce que vous le savez, la famille a changé, elle a évolué, les parents n'ont pas toujours leur enfant en garde, et pour autant, on peut être préoccupé par un enfant qu'on n'a pas avec soi au quotidien, avec les questions que nous posent d'ailleurs les pères, c'est qu'est-ce que c'est qu'être père dans la continuité, quand on est dans la discontinuité du quotidien, c'est quand même des questions centrales. D'ailleurs, les pères d'aujourd'hui se posent beaucoup la question de leur place, et en maternité, c'est encore plus évident. Donc avec ou sans son enfant, et quel que soit son âge, puisque la question de la séparation, ce n'est pas une question avec les tout petits, c'est une question de la vie, de notre vie d'humain. Donc moi j'avais envie un petit peu de parler de ça, de qui nous sommes, de notre espèce si particulière, vous le savez, Nancy Houston parle de l'espèce fabulatrice. Nous sommes une espèce qui parle et nous naissons, on a une condition native qui nous appartient en propre, qui est que nous naissons dans une condition néoténique, c'est-à-dire que un bébé tout seul, ça n'existe pas, nous dit Winnicott, mais tout simplement, en effet, on a besoin d'un autre que soi. Et toute l'affaire des humains, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul et que quand on arrive au monde, on va passer par cette relation à un autre que soi, une relation d'aimance. Donc la vie psychique, elle va commencer comme ça. On est dépendant d'un autre, et on va gagner notre indépendance et notre autonomie en étant dépendant. Donc, c'est pas si simple. Vous voyez que là, il va y avoir une juste distance à trouver, et c'est une juste distance qui se joue tout au long de la vie. Les parents le disent, les parents en témoignent, et à la naissance, évidemment, vous êtes déjà pris par cette question-là. Donc,
On a besoin d'entrer en relation. En bref, on troque notre condition néoténique contre notre condition névrotique, c'est-à-dire des liens d'amour, des liens d'affectivité, des liens émotionnels. Et c'est là que tout commence, et c'est là que c'est en effet pas si simple de tisser des liens et de dépendre d'un autre. Donc tous les mouvements de la grossesse et tous les mouvements de la naissance, ils vont parler de ça. Ils vont parler finalement de cette tension qui va se créer, à réussir à se dégager, à donner un petit peu de place, à accepter que l'autre s'éloigne. Alors tout ça, ça paraît des évidences, mais il va falloir qu'on lutte contre les évidences parce que non, c'est pas simple. Oui, ça peut être douloureux et que les premiers liens d'amour sont des liens qui sont extrêmement ambivalents. C'est aussi pour ça que le terme positif, je peux l'accepter à la condition qu'on est capable d'entendre que la naissance, la parentalité, devenir parent, naître parent, ce n'est pas que du merveilleux, loin de là, et que les parents d'aujourd'hui, de quoi ils témoignent quand ils viennent dans un lieu comme les pâtes au beurre, où ils ne disent pas qui ils sont, ils témoignent de ne pas être compris. Alors moi qui ai commencé à travailler il y a 35 ans, je suis quand même assez peinée de voir l'énergie qu'on dépense, que vous dépensez, que nous dépensons pour prendre soin d'eux et de les entendre venir nous témoigner que finalement, ils n'y trouvent pas leur compte. Non pas qu'on ne fasse pas attention, mais on n'arrive plus à prendre en considération cette part de l'humain. Moi, je dis que plus on est dans la transparence corporelle, plus on est capable d'aller voir dedans, moins on est capable de comprendre la vie psychique et plus on est dans l'opacité psychique. C'est-à-dire que la question de « il y a des choses qui nous échappent », il semblerait que dans notre société de la maîtrise et du contrôle, ça n'existe plus. Or, ce qui nous rend profondément humains, c'est cette fragilité, c'est cette vulnérabilité, c'est le fait que l'on naisse dans cette dépendance et que même dans l'indépendance et dans l'autonomie, on reste en lien avec un autre que soi. Et ça, vous le constatez pendant le temps des suivis de grossesse. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre. Donc, il y a quelque chose chez les parents d'aujourd'hui, on pourrait dire les jeunes parents, même si vous nous l'avez très bien dit, ils sont plus si jeunes que ça, ils ont des enfants de plus en plus tardivement, mais on peut dire que ces parents nous viennent nous témoigner qu'il y a une part d'eux qui est muselée, il y a une part d'eux qui doit se taire. Si par exemple une femme dit qu'elle est un petit peu inquiète, qu'elle est angoissée par l'accouchement, on va tout de suite faire du métrique, on va lui dire que ça passe très bien. C'est une manière de dire, bon voilà, circuler. Donc toute la question évoquée et à laquelle j'adhère du début à la fin sur la bientraitance, c'est celle-là. C'est comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui, avec nos performances, nos capacités à accueillir et à médicaliser la naissance, comment on est encore capable d'accepter ce qui nous échappe, ce qu'on ne comprend pas, ce qui paraît opaque et qui s'appelle aussi l'inconscient. Alors je sais, ça n'a pas bonne presse de parler de l'inconscient, hein, surtout aujourd'hui, ou de nommer Freud, puisqu'on le déteste, mais c'est quand même bien lui qui a rappelé que finalement nous étions approximativement normales. Hein. Il n'a jamais prétendu que nous étions équilibrés, loin de là, hein, et il a tout de suite évoqué à quel point la question des humains, c'était justement à la fois dans cette tension, dans cette relation, dans ces relations que l'on va créer, c'est à la fois des questions autour de l'aliénation, on est aliéné à son enfant, et en même temps la nécessité de l'émancipation. Moi, je reçois des mamans, et vous devez en voir beaucoup, qui aujourd'hui évoquent leur burn-out, hein, et qui en parlent énormément, c'est-à-dire leur fatigue intense, leur épuisement maternel, mais on en parlera à la fin de mon intervention, et qui viennent dire qu'il y a un moment où elles ont besoin de temps pour elles. Elles ont besoin de se dégager de leur maternité, qu'elles ont besoin de s'occuper d'elles. Elles veulent s'émanciper en tant que femmes et ne pas rester totalement mères. Souvent parce qu'elles ont d'ailleurs déséquilibré cette question. Donc dans la grossesse, on voit tout ça, qui à la fois à nous rappeler que nous sommes une espèce fabulatrice, c'est-à-dire que nous sommes une espèce qui parle, une espèce qui avons une histoire. Et quand on devient mère et père, on le devient
avec des pères et des mères qui nous ont précédés et qui nous habitent. On ne les voit pas quand les parents nous consultent, mais pour autant, ils les ont bien en tête. Et d'ailleurs, les pères et les mères savent très bien nous dire très vite, dès les premières consultations, ils viennent nous dire, alors là, moi, je ne ferai pas comme ma mère. Parce que alors, si vous connaissiez ma mère, alors là, non, quand même pas. Ou au contraire, dire, ma mère, non mais elle était incroyable, ma mère, elle en avait 4, tout était organisé, tout se passait très bien. Voilà. Qu'elle soit dans ce mouvement d'opposition ou d'acceptation, et pour autant, il y a bien un modèle d'aimance qui s'est mis en place, et c'est en général, en effet, la mère, même si le père est là, qui est évoqué dans les 5 premières minutes d'une consultation, en tous les cas avec un psy. Je ne sais pas avec une sage-femme, vous me le direz, mais nous, avec les psys, c'est souvent la mère qui est évoquée. Donc, il va y avoir tout un bouleversement qui va se mettre en place, puisque finalement, la grossesse et ses mouvements, c'est un mouvement de mutation. Il va y avoir du mutatif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'ouvre. Alors, il va falloir faire de la continuité entre ce que l'on était avant d'être enceinte et de ce que l'on est pendant qu'on est enceinte. Donc, il y a quelque chose d'un deuil de soi dans cette vie affective, cette vie psychique qui se met en place. Je ne suis plus exactement la même, mutatif et en même temps maturatif. Il va falloir en effet qu'une croissance, il va falloir que quelque chose évolue tout au long de la grossesse. Et d'ailleurs, c'est ce qui est la grande question des parents, et là encore, on s'en dira peut-être 2 mots à la fin de l'intervention, c'est comment ça grandit un parent. Il n'y a pas que les enfants qui grandissent, et les parents... Quand ils oublient de grandir au même rythme que l'enfant, les enfants savent le dire. Quand ils sont grands, ils ont les mots, donc c'est très bien. Quand vous voyez un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, école primaire, et que ses parents viennent le chercher, et qu'on lui demande devant tout le monde « T'as pensé à aller faire pipi avant de rentrer à la maison ?» C'est la honte, quoi. Il n'a pas 3 ans, vous voyez. Et là, immédiatement, ils ont des mouvements de recul. Mais c'est la même chose pendant la grossesse. Il va bien falloir avancer au fur et à mesure que le bébé grandit, que le bébé se présente dans le corps maternel. Donc il y a une dimension mutative, maturative, narrative, être capable de pouvoir donner du sens à ce que l'on vit. Et c'était tous les propos de Nancy Huston. Vous savez, Nancy Huston, c'est une romancière. Nancy Huston, quand elle a écrit ce livre, L'espèce fabulatrice, elle explique très bien que notre drogue dure, c'est le sens. On doit pouvoir donner du sens à ce que l'on vit. Quand on perd le sens, eh bien, en effet, à ce moment-là, il y a un certain nombre de signes qui se présentent, et les symptômes que nous voyons dans nos consultations sont la mise en évidence qu'il y a un récit, une narrativité de l'histoire du sujet qui s'est perdue en route. Il y a quelque chose qui est dans le non-sens. Il y a quelque chose qui est perdu. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand des parents arrivent dans nos pâtes au beurre, ils s'assoient autour d'une cuisine. On reçoit dans une cuisine. On est des psys, on reçoit dans une cuisine. Les parents s'installent, ils vont grignoter, boire quelque chose. On est dans quelque chose d'un petit peu chaleureux. Et ils vont se poser et immédiatement ils vont dire « j'en peux plus, c'est des crises tout le temps, je ne sais plus quoi faire ». Voilà, c'est quelque chose d'une espèce d'émotion qui prend toute la place. Donc on leur dit « écoutez, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais j'en sais rien, ce qui se passe c'est comme hier, le pyjama, il ne veut pas mettre le pyjama, manger, il ne veut pas manger, etc. » Bon, voilà, très bien. Alors, par exemple, le pyjama... non, mais le pyjama, c'est tous les soirs, je ne vais pas vous raconter le pyjama. Mais si, justement, comment ça se passe ? Et tout ce travail-là, ça prend du temps, tout ce travail-là, c'est de les aider à redonner du sens à ce qui s'est passé. Donc raconter comment ça se passe le soir avec ces parents-là, parce qu'en effet, vous nous l'avez dit, c'est singulier une histoire de parents, aucun parent se ressemble, aucun accouchement n'est le même, eh bien une histoire de relation humaine n'est jamais la même, eh bien de demander à un parent de reprendre le temps de remettre de la pensée là où il y a de l'émotion, parce que quand il y a trop d'émotion, il n'y a plus de pensée. Il y a une rupture de la pensée. Donc, en effet, ça perd du sens. Et bien, de remettre de la pensée, c'est ah oui, le pyjama, etc., ils racontent, et à ce moment-là, ils disent ah oui, c'est vrai aussi que je me souviens que juste avant, et ça y est, on démarre sur la mise en sens.
C'est un travail qui peut se faire dans toutes les situations auprès des parents. Quand on fait un suivi de grossesse, quand on reçoit un parent des parents qui viennent de naître parents, c'est la même chose. Parfois, on les voit perdus dans une perte de sens et la remise en récit est extrêmement intéressante, la narrativité. Et ce que nous perdons aujourd'hui dans nos accompagnements d'une manière générale, globale, quelle que soit la profession qu'on occupe, c'est cette perte de la narrativité. Nous n'avons plus le temps, non seulement de parler, mais surtout de permettre à l'autre de se raconter, de nous expliquer qui il est. Parce que pour faire du singulier, il faut savoir qui est cette personne. Il faut le comprendre, lui, et pas un autre. Et si on n'en prend pas un tout petit peu de temps, et avec ce temps compressé, eh bien, on voit qu'on passe à côté, eh bien, en effet, on n'arrive pas à s'adapter à leur vie psychique, c'est-à-dire à leur vie émotionnelle et affective. Donc le mutatif, le maturatif, l'historique, le narratif et l'interprétatif. Qu'est-ce qui rend un bébé vivant? Qu'est-ce qui le fait naître à la vie? C'est la capacité du parent à le penser et à interpréter les mouvements du corps du bébé à l'intérieur du corps de la mère. Moi qui fais beaucoup d'expertise pénale sur les situations de néonaticide, le déni de grossesse que moi j'avais constaté dans les années 80 quand je travaillais dans un centre de planification et d'éducation familiale, et c'est là où j'ai commencé à évoquer la question du déni de grossesse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le déni de grossesse? Mais il n'y a pas de bébé. Il n'y en a pas. Alors, il y en a un dans la réalité, mais dans la tête, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a aucune mise en route d'une narrativité et d'une interprétativité sur ce corps habité. Il n'y a rien. Le déni, c'est ça. Il n'y a pas cette réalité. Alors c'est terrible, on a du mal à le comprendre, je sais à quel point ça peut nous perturber et je trouve ça perturbant même si c'est un sujet que j'approche. Pour autant, en effet, ce qui va rendre vivant le bébé, ce qui va le faire exister dans la tête de ses parents, c'est les capacités interprétatives. Et quand les parents, et la femme d'abord, la mère en première, va dire « ça bouge ». Elle ne dit pas « il bouge », elle dit « ça bouge ». D'abord, ça bouge, ce n'est pas encore identifié, mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, c'est maturatif. Il y a un bébé qui est en train d'arriver et elle est en train de l'accueillir en passant par des expressions. Et quand on prend le temps d'écouter les mots des mères et les mots des pères, eh bien, en effet, on approche le singulier. Ça bouge, pas encore de bébé. Jusqu'au jour où ça va être « il bouge ». Il bouge, j'ai senti, voilà. Bon. À ce moment-là, on commence à voir un bébé apparaître. Mais ce bébé-là, il y a un moment où pendant la grossesse, pendant cette vie psychique, affective et émotionnelle, il ne va pas rester un simple bébé. Parce qu'il va falloir qu'il s'inscrive dans un générationnel. Et si on les écoute, il y a un moment où les pères et les mères nous disent, et c'est la mère qui démarre une fois encore, elle va dire, par exemple, il bouge, qu'est-ce qu'il bouge, c'est incroyable ce qu'il bouge, mais il est nerveux, mais il a l'air nerveux. Alors, s'il est nerveux comme mon mari, alors là, c'est pas gagné. Parce que dans la famille de mon mari, mon beau-père, vous verriez mon beau-père, une pile électrique. Alors en plus, si c'est un garçon, c'est-à-dire qu'on commence à voir la transformation interne, il n'est pas né, la transformation interne, souvent au deuxième trimestre, après que les mouvements se soient sentis, que cet enfant, il est non seulement un enfant, mais il est aussi un fils ou une fille de. Donc il est en train de s'allier, de se relier, de faire lien à une histoire familiale. Il n'est pas un simple bébé. Donc avant même qu'il naisse, il est déjà parlé sur un mode d'une affiliation qui est mis en place. Donc on voit comment la grossesse va jouer un rôle évidemment très important dans l'accueil de ce tout petit. Avec le moment de l'accouchement dont vous parliez. Alors l'accouchement, si on reste sur la question de la séparation, de grandir, on pourrait dire l'adage, grandir c'est se séparer, mais on voit bien que déjà dans le 3e trimestre, les mères commencent à nous dire que ça les inquiète, cette séparation. Alors elles ne nous disent pas ça comme ça, elles ne disent pas qu'elles sont inquiètes par rapport à la séparation, mais elles commencent à nous parler, qui est bon signe d'ailleurs, de quelque chose qui est disharmonique entre ce qu'elles vivent et ce que le bébé vive. Très souvent, elles commencent à énoncer que quand elles veulent se reposer, il fait la java. Et donc, elles racontent un bébé qui ne colle pas à leur état émotionnel. C'est un bébé qui s'en distingue, ce qui est
une très bonne chose pour nous, les psys, puisqu'on voit apparaître un enfant qui a sa particularité, qui est un bébé à part entière, différencié déjà là. Mais cette différence vient les inquiéter sur finalement, ça ne va pas être un bout de moi. Alors là encore, moi je vous fais parler un peu là, ce qui ne se dit pas forcément sur ce mode-là, mais ce bébé-là, il n'est pas un bout de moi, il est un autre, il est un être à part entière, différent. Et c'est cette différence-là qu'il va falloir accueillir. Et donc ça, c'est un grand enjeu pour les parents qui vont rechercher en premier lieu sur le visage du bébé quelque chose de l'ordre, évidemment, d'une ressemblance, mais cette ressemblance est tout à fait légitime dans cette recherche parce qu'il va falloir adopter ce bébé. Il y a toujours un mouvement d'adoption. Vous savez bien que le bébé imaginaire, il est toujours génial. Vous savez bien, on n'est pas fou, on ne va pas rêver un bébé casse-pied, pas beau. Non, il est sympa, il pleure pas beaucoup, il mange bien, il aime son père et sa mère, évidemment, il sourit quand il faut, etc. Et puis, il y a celui-là qui va arriver. Et celui-là, c'est un autre. Donc, le mouvement d'adoption, il est très particulier d'un parent à l'autre. D'ailleurs, il est très particulier entre un homme et une femme. Ils ne vont pas avoir, et il n'y a pas de caractéristiques. Ça peut être très rapide pour le père, moins rapide pour la mère ou vice-versa. Mais il n'empêche que ce n'est pas la même temporalité. Et il y a des temporalités vraiment très différentes. De même qu'on parle d'un accueil qui peut être d'un bon accueil ou d'un lien, d'un attachement immédiat, mais l'attachement immédiat n'est pas le signe d'une belle histoire, ça n'a strictement rien à voir. Et il y a des tas de parents qui peuvent nous témoigner de leurs difficultés, qui sont déçus. Quand elles le voient, elles sont hyper déçues. C'est pas possible, quoi, c'est pas le mien, moi non, pas comme ça, celui avec lequel j'ai pensé. Alors ça, bien sûr, les choses les plus évidentes, c'est j'attendais une fille, c'est un garçon, mais c'est pas que ça. C'est aussi peut-être dans la manière dont il s'est présenté, la manière dont il a regardé, la manière dont le toucher s'est mis en place. Donc, en effet, on peut tout à fait, et il faut le faire, et c'est bien de favoriser le pot à pot, le temps ensemble, pour justement que les choses se posent et que ce mouvement d'adoption puisse se faire le plus vite possible. Mais il peut prendre plusieurs jours, et ça ne vient pas abîmer une histoire à construire. Elle va peut-être se construire un peu plus tard parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une déchirure aussi interne, psychique, qu'on ne voit pas. On voit ce qui se passe au niveau du corps, et vous voyez, vous, les sages-femmes, ce qui se passe au niveau du corps. Mais ce qui se passe au niveau psychique, ça vous oblige à une représentation. Si je n'ai pas d'image, c'est pas que je m'oppose systématiquement aux images, c'est comment on fait marcher notre tête. Moi, il va bien falloir que je fasse des échographies psychiques quand je reçois un parent. J'ai pas, moi, les images. Je suis obligée de les fabriquer en me branchant sur l'état émotionnel du parent. Quand je travaille avec un bébé, puisque je fais des psychanalyses avec des bébés, eh bien, il va bien falloir que j'aille essayer de percevoir quelque chose de sa perception pour voir comment il se représente la vie interne, sa vie interne, comment il est dans le lien à l'autre. Donc tout ça, ça peut prendre du temps, comme ça peut aller très vite. On parlait autrefois, je ne sais pas si on en parle encore, de l'instinct maternel. Ça ne veut pas dire grand-chose, l'instinct maternel. C'est un truc qui nous fait plaisir parce que c'est les situations où le bébé arrive, tout s'est bien passé, et en plus, les parents, sublimement, ils l'adoptent tout de suite, ils sont immédiatement adaptés dans leurs mouvements, ils sont dans des mouvements empathiques, voilà, qui se mettent en place, c'est-à-dire que mouvement empathique, c'est-à-dire que d'emblée, le parent comprend, l'empathie c'est ça, d'emblée, il comprend les besoins de l'enfant, d'emblée, l'autre ne lui est pas totalement étranger, il est capable d'imaginer ce qu'il a besoin lui, et il est capable de le projeter sur ce dont a besoin l'enfant sans faire un copier-coller. Il n'est pas en train de se dire « moi j'ai chaud, il a chaud, moi j'ai froid, il a froid ». C'est cette capacité à interpréter les besoins de l'enfant et d'y répondre de manière adaptée. Ce qui n'est pas si simple. Il y a des parents qui tâtonnent, et d'ailleurs ils nous le disent, qu'ils tâtonnent, et tâtonnent aussi sur les pleurs de leurs enfants, où ils viennent dire
J'arrive pas à le comprendre, ça fait 1 mois qu'il est né, je ne le comprends pas. En effet, il y a pour certains parents une difficulté dans cette capacité d'empathie, ce n'est pas de l'instinct maternel. Et d'ailleurs, autrefois, quand je travaillais en maternité, il y avait des femmes qui me disaient « je n'ai pas eu le déclic ». Avec une inquiétude majeure en se disant « mais si je n'ai pas eu le déclic, c'est que je n'ai pas l'instinct ». Comme si c'était un truc, paf, qui tombait, poum, ça y est, on est bien, c'est bon, on fait la vie. Ah ben non. Non, on ne fait pas la vie. Il va y avoir des étapes. Il va y en avoir beaucoup. Et les premières étapes, évidemment, sont à la naissance. Donc, le vaste programme de Grandir ensemble, évidemment, il va commencer par cette première rencontre à laquelle il y a une attention à avoir. Il y a une temporalité. Et je pense que vous en témoignerez. Le temps est quelque chose qui nous file entre les doigts. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Le seul endroit où on peut encore parler et prendre le temps de parler, c'est chez son psy. C'est-à-dire que c'est notre boulot à nous de prendre le temps d'écouter l'autre. Et en effet, il y a ce qu'on ne voyait peu autrefois. On a des personnes qui demandent à aller consulter juste pour qu'on prenne le temps de les écouter. Donc, cette vie émotionnelle et affective, vous voyez, on ne peut pas la décrire précisément, on doit juste, moi c'est un petit peu l'attention que j'avais envie de porter aujourd'hui, on doit porter attention à l'ambivalence, à la conflictualité, aux choses qui ne vont pas de soi. C'est pas vrai qu'on aime entièrement. Il y a toujours amour et haine. Il y a toujours des mouvements d'opposition et contraire qui permettent de s'adapter à la vie de l'enfant. On vit dans une société qui a compliqué les liens parents-enfants. Les liens parents-enfants sont difficiles à la fois pour des questions de rapidité de vie. On vit dans la dictature de l'instant. Et les parents eux-mêmes sont des parents qui vivent au rythme du clic. Les parents cliquent aujourd'hui quand ils veulent une information. Et quand ils viennent nous voir, ils nous disent qu'ils ne savent pas où cliquer sur l'enfant pour le comprendre. Alors on voit c'est-à-dire que la question de la frustration dont on parle pour nos enfants est passée du côté des adultes. Nous sommes des adultes qui avons du mal à supporter la frustration. Donc on a du mal à supporter de ne pas avoir une vie affective et émotionnelle avec son enfant qui est immédiatement en équilibre. Nous sommes dans une société de consommation et de saturation, et c'est vrai qu'on norme la manière dont on doit accueillir les enfants, ce qui met à mal les parents. Et je terminerai sur la question de la prolétarisation, selon le concept de Hannah Arendt, la philosophe. Alors, Hannah Arendt a beaucoup travaillé sur la prolétarisation en disant la prolétarisation, c'est la perte de la créativité. C'est arrivé avec, évidemment, la vie industrielle, où on a demandé aux artisans, ils sont passés du côté, évidemment, de la production en série. Donc, ils n'avaient plus cette capacité à faire leur propre objet. Eh bien, les parents, ils en sont là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un parent d'aujourd'hui, on ne lui demande plus et on ne lui demande pas qu'est-ce qu'il aimerait. Alors, j'ai entendu avec vraiment beaucoup de plaisir ce que vous avez dit sur, justement, de les rendre acteurs. C'est-à-dire de leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Vous, qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les rendre de nouveau acteurs du lien affectif, psychique, émotionnel de la relation avec leurs enfants. On les prolétarise en leur donnant des conseils multiples, en leur faisant un kit du bon parent, comme s'il y avait un kit pour être un parent, et du coup, on ne les laisse plus en situation de pouvoir créer, de pouvoir avoir leur propre touch parental, c'est-à-dire leur capacité à construire leur histoire, leur lien affectif avec leur enfant et à pouvoir construire évidemment les liens familiaux qui vont avec. Voilà, c'est très rapide, je m'en excuse, mais c'est le jeu de l'intervention. Merci à vous.